Le Royaume-Uni est le centre névralgique du commerce international. Un pays où la finance et les marchés règnent en maître absolu. Dans cet Eldorado pécuniaire, de nombreux Afro-Caribéens travaillent comme banquiers, traders ou analystes. Ils sont employés à la Bourse de Londres, ils appartiennent au club très fermé des habitués de la City, la mecque financière britannique, qui a rapporté près de 190 milliards de livres sterling au pays, rien qu'en 2011. Nombreux aussi sont ceux qui se lassent de l'élite dorée et des caprices des multinationales et qui se lancent alors à la poursuite d'un bonheur professionnel étroitement lié à un idéal personnel. Certains deviennent consultants, experts indépendants, mais les plus téméraires se servent de leur expérience en finance pour monter leur propre affaire et se faire une place au soleil. Un pari audacieux en ces temps de grisaille économique. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Frédéric Nzé, un de ces maîtres de la finance qui a eu l'audace de croire qu'il pourrait transformer le marché du crédit aux particuliers à travers Ocam, un établissement qui sert les exclus du système bancaire classique. Je m'appelle Frédéric Nzé, congolais résident à Londres depuis maintenant une dizaine d'années et je suis le directeur général et le fondateur de Ocam. Je suis né en 68 au Congo, au Congo-Brazzaville. J'ai grandi au Congo jusqu'à l'école primaire. En 77 au Congo, on a eu un événement un petit peu difficile, l'assassinat de notre président, qui à suite de cela, en fait, certains membres de ma famille étaient un petit peu inquiétés. Et donc, ma mère, on est 3 garçons, et ma mère a décidé de quitter le Congo avec les 3 garçons. Donc, nous sommes installés en région parisienne. J'ai grandi à Paris. Dans mon adolescence, je retournais régulièrement au Congo, mais plus régulièrement au Gabon. J'ai une grande partie de ma famille, en fait, mon grand-père et mon arrière-grand-père viennent du Gabon, du Wolontem, et se sont installés dans la Sangha. Mon père a grandi à Mélène, Souanké, ensuite à Ouesso. Et donc, en fait, je suis reparti reprendre contact avec ma famille au Gabon. Donc, je me considère comme d'Afrique centrale. Mon père était prof de maths, ma mère était prof d'anglais. Donc, j'avais l'intention de devenir professeur. Kozela te bakoma na bokono pola kisalolango na yo kozela te ba awa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukunda na bikola be yo ye ye na kasio to ayo mezolange famille. J'ai fait des mathématiques, j'ai fait des maths pures. J'ai rencontré un de mes oncles camerounais, Mokoko Priso, qui a eu une grande influence sur moi, qui m'a guidé dans les maths. Et donc à l'origine, je m'orientais vers la recherche pour devenir professeur à l'université en mathématiques. Et ensuite, j'ai découvert l'application des mathématiques à des problèmes dans la finance, en économie. Donc j'ai fait de l'économétrie, la théorie des jeux, des problèmes d'optimisation en finance. Suite, après mon service militaire, de laisser la recherche et d'essayer de travailler dans la finance. En fait, j'avais fait un peu de recherche dans l'aéronautique, avec Dassault. Et quand je suis revenu, en fait, je me suis rendu compte que les mêmes méthodes pouvaient être appliquées dans la finance. Donc j'ai commencé d'abord sur tout ce qui était des méthodes assez complexes, quantitatives, pour la gestion de la fraude et l'évaluation des risques. Donc la fraude financière. J'ai beaucoup suivi mon intuition, mais quand j'ai commencé, je n'avais pas de plan de carrière. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, moi je pensais être prof de maths. Je viens d'un pays où le secteur privé n'est pas très développé. Autour de moi, tout le monde était soit professeur à l'université, à l'école, ou bien politicien, donc, ou fonctionnaire. Ouais. Et donc le secteur privé était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai grandi dans un environnement où j'allais soit être prof, soit faire de la politique, ou il n'y avait pas beaucoup de choix. Quoi. Et donc je suis rentré dans le monde de l'entreprise plus par accident et plus par
peut-être par personnalité, c'est que le monde de la recherche était un peu trop solitaire pour moi et j'avais besoin d'avoir du contact avec les gens. Je me dis, je vais essayer parce que j'avais trouvé quelque chose qui était intéressant. Et mon premier job a été en France. Donc, j'ai d'abord travaillé pour Dassault et j'ai travaillé ensuite pour American Express en France. Et le premier obstacle que j'ai rencontré, c'était, pour ça que j'ai décidé de travailler dans le monde anglo-saxon, c'était un racisme poli en France. C'est-à-dire que j'ai, dans une entreprise qui, je suis sûr que tous mes collègues ne se voudraient jamais racistes, quoi. Il y a des gens qui étaient avec moi à l'école d'ingénieur ou à l'université, donc que je connaissais bien. Une fois qu'on se retrouve en monde d'entreprise, je me suis rendu compte que je n'étais pas si fréquentable. Au bout de 6 mois, avec American Express en France, j'ai démissionné. Parce qu'en fait, ce genre de comportement ne me correspondait pas. Et en fait, j'ai pris un coup de bluff, je n'avais pas d'autre offre. J'ai quitté l'entreprise et je suis resté chez moi, je suis resté à la maison. Et au bout de 2-3 jours, j'ai reçu un coup de fil. Il y a mon manager qui m'appelle en me disant « Mais Frédéric, on ne t'a pas vu, tu es malade ?» Je dis « Non, mais je ne viens plus, j'ai envoyé une lettre, je ne viens plus. » Il me dit « Non, c'est pas possible, on a besoin de toi. » Je dis « Vous avez besoin de moi, mais quand je fais du boulot en réunion, vous ne m'invitez jamais. Quand mon boulot est appliqué, que ça sauve plein d'argent à l'entreprise, on ne me dit jamais rien. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de moi, je ne reviens plus. » Il a commencé à paniquer. Et il a appelé son boss qui était basé ici à Londres. Donc c'était une Égyptienne qui avait travaillé pour American Express, qui m'a appelé, qui me dit « Frédéric, j'ai appris que tu démissionnais, c'est une catastrophe. » Je dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Non, j'ai déjà un boulot. » Et j'ai bluffé, j'aurais dit « Je viens de recevoir une offre, je vais bosser pour une compagnie pétrolière au Nigeria. Je pars la semaine prochaine. » Et j'avais aucune offre, j'avais pas de... Et elle m'a dit « Non, j'arrive dimanche à Paris, tu peux pas partir, on va parler. » Donc je me rappellerai toujours de cette réunion. Dimanche, elle m'a donné rendez-vous au Grand Hôtel à Opéra. Puis j'arrive. Ça faisait seulement 6 mois que j'étais dans le monde de l'entreprise et je rencontre la vice-présidente de Risk Management pour toute l'Europe qui vient. Puis elle me dit « Frédéric, tu pars pas, combien il t'offre au Nigeria ?» Je dis « Non, ça je n'ai pas dit. » Elle me dit « Écris le chiffre que tu veux sur papier, on te l'offre. » J'ai écrit mon chiffre et voilà, elle m'a dit « Et tu viens bosser en Angleterre. » Et c'est comme ça que je suis venu en Angleterre. Je lisais bien l'anglais, je ne parlais pas bien l'anglais. Et je suis arrivé ici donc en 93, 94, comme ça. Et ouais. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence, qu'ici, le fait, tout était basé sur le travail que j'effectuais. Ce n'était pas sur quelle école j'avais fait, si j'avais fait telle prépa, si je venais du Congo ou pas. Enfin, c'était vraiment l'individu comptait plus que tout ce qu'il y avait derrière, qui en France était un peu fatigant. Et en travaillant avec American Express ici en Angleterre, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a embauché à New York. Il dit « Je suis en train de monter une équipe à New York, est-ce que tu veux venir ?» Puis j'ai dit oui, puis je suis parti à New York. Quand j'étais élève au collège dans la banlieue parisienne, un jour, j'étais venu en cours de maths avec un t-shirt Harvard University. Et ma professeure de collège 4e, 5e, a éclaté de rire. Elle m'a dit regardez monsieur Nzé avec un t-shirt Harvard, il n'ira jamais à Harvard. Ouais. Et donc ça m'avait marqué. Donc quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais pas envie de refaire des études, et puis je me suis dit tiens, je vais aller faire un MBA. Et donc j'ai fait l'application et j'avais besoin d'une référence. Je suis allé voir mon ancienne patronne d'Amex et je lui ai dit voilà, je vais aller à Harvard, j'ai besoin d'une recommandation. Elle m'a dit ok, fais l'application, on verra. Quand tu seras accepté, fais-moi, sinon je te dirai ce qui peut être mieux pour toi. Et donc j'ai fait l'application, j'étais accepté, je devais rentrer en 2006. Elle m'a appelé, elle m'a dit maintenant tu as le choix, tu sais que tu peux rentrer à Harvard. Je te recommande de venir à JI, ce sera plus intéressant. Et donc j'ai passé un peu moins d'une semaine sur le campus et je suis allé au Connecticut bosser pour General Electric. Le racisme dans le comportement des gens en France m'a poussé à être à avoir un meilleur salaire, à venir en Angleterre. Et puis ensuite, les obstacles comme cette professeure en 5e qui dit quelque chose de négatif, qui motive à faire autre chose. Et puis donc, ça permet de rebondir. À 36 ans, Frédéric Nzé se sent mûr pour une nouvelle aventure. Il crée un établissement bancaire qui est à la fois charitable au sens noble du terme et profitable au sens commercial du terme. Mais derrière Ocam, cette enseigne communautaire et populaire, se cache un homme féru de sport qui transforme sa petite faiblesse pour le vélo en grande force pour le Congo. Et pas seulement. En 2010, le financier altruiste s'efface devant le champion cycliste. Il lance le défi Équateur 24, une course d'environ 1000 km au cours de laquelle 20 cyclistes parcourent la République du Congo, de Brazzaville, la capitale, jusqu'à Ouesso, à l'extrême nord du pays.
Le but de cette course, amasser de l'argent pour la Fondation Peace, une organisation humanitaire britannique qui a pour ambition de rendre l'éducation plus accessible en construisant des établissements secondaires de qualité en Ouganda et en Zambie pour l'instant, avant de se développer dans toute l'Afrique. Et quand il n'est pas sur une selle de vélo ou sur les hauteurs du Kilimandjaro, Frédéric Nzé se livre à une autre passion, aider les entrepreneurs en herbe. J'aurais souhaité être professeur, donc en fait l'idée d'enseigner, à l'époque c'était plutôt les maths, m'intéressait. Je trouve ça stimulant, passer du temps avec des personnes qui sont jeunes, qui ont des projets, ça me donne des idées à moi aussi. Ça me permet aussi de me forcer à bien maîtriser les concepts que j'ai peut-être acquis de manière intuitive ou par expérience. Donc le fait de le transformer en quelque chose qu'on peut enseigner à quelqu'un d'autre, ça force à écrire, à réfléchir et à structurer sa pensée. Donc je trouve que c'est un exercice que j'ai toujours fait en fait. De par la richesse de son parcours, Frédéric Nzé possède une expérience professionnelle et des connaissances solides qu'il aime partager et transmettre aux plus jeunes. Laïa, elle, a un projet d'entreprise dans l'univers glamour de la cosmétique éthique. À seulement 23 ans, Laïa se sent assez mature pour monter son affaire en investissant toutes ses économies dans son projet et en maintenant le cap sur ses objectifs. Aujourd'hui, comme tous les 2 mois, Laïa vient récolter les précieux conseils pratiques de son mentor, un aîné qui l'aide à cimenter son projet grâce à son expertise. J'aimerais que vous m'expliquiez comment je pourrais définir les prix de mes produits. Y a-t-il une stratégie pour ça ? Dans ton business plan, tu as combien de produits ? J'ai 5 produits. Tu as 5 produits cosmétiques que tu as testés et développés. Oui. Est-ce que tu as effectué des comparaisons avec des marques qui font des produits similaires ? Oui. C'est rassurant de savoir que tu positionnes le prix de tes produits entre 2 enseignes existantes sur le marché. Parce que si tu es trop extrême, dans un sens ou dans l'autre, surtout au début, si tes prix sont trop élevés, les gens vont demander ce qui fait ta marque, ce qui justifie les prix de ta marque. Si tu fixes des prix trop bas, tu vas probablement effrayer les clients. Ils vont se demander pourquoi tes prix sont si bas. Quand ils ont un manque d'expérience professionnelle, parce qu'il y en a qui ont juste une idée et qui n'ont aucune idée, qui sous-estiment en fait ce que les concurrents ont déjà fait. Un petit peu comme ce que je recommandais à Laïa un peu plus tôt, c'est de dire d'aller s'inscrire, en plus comme boulot de faire quasiment de l'espionnage industriel, d'aller s'inscrire chez le concurrent et de bosser pour le concurrent. Donc généralement quand les gens viennent avec une idée, je dis quelqu'un a déjà fait ça, vous voulez le faire mieux, allez déjà bosser avec eux pendant 6 mois, même si c'est vraiment tout au bas de l'échelle, mais pour apprendre vraiment comment il fonctionne. Démonter le produit entièrement, un peu comme les Japonais démontaient les télévisions pour les remonter derrière, et vraiment comprendre quel est l'élément qu'on peut améliorer. Pour le deuxième conseil, c'est en fait on commence une entreprise, les gens veulent avoir tout. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir les meilleurs locaux à la meilleure adresse à Londres, et les meilleurs ordinateurs, et donc ils se suréquipent avant d'avoir des clients. Et en fait, apprendre c'est-à-dire que si on veut que cette entreprise marche, il faut d'abord avoir les clients, commencer à avoir des revenus, et après derrière commencer à investir dans la qualité. Et ça, par exemple avec Ocam, on a accepté cette approche. C'était ma deuxième entreprise avec Heuristics, par exemple, on avait fait l'erreur d'investir énormément dans la structuration de notre entreprise. On avait dépensé beaucoup avec des avocats, à Ocam, on n'a pas eu de locaux pendant 1 an, on campait dans des locaux gratuits, on était au sous-sol d'une charity à Stratford. La seule chose qu'on avait, tout ce qu'on avait cité, c'était dans ce qui pouvait servir le client, il nous rapportait quelque chose, le reste, on n'avait vraiment rien du tout. Donc c'est les 2 conseils principaux, c'est 1, se frotter à la compétition, 2, d'accepter, si on veut toujours, comme c'est son entreprise, son bébé, on veut le faire au mieux, et on a tendance à surinvestir. J'attends de Frédéric qu'il me donne beaucoup de conseils précieux et m'oriente dans la bonne direction afin que je sache comment gérer les expériences que je vis parce que bien sûr, il est passé par là avant moi. Il a fait des erreurs et il a dû faire un certain nombre d'efforts. Donc j'attends de lui qu'il puisse me montrer le chemin et m'accompagner et m'aider dans cette aventure. J'ai appris de Frédéric comment être plus sérieuse au niveau financier, parce que je ne suis pas vraiment confiante à ce niveau. Et évidemment, c'est une de ses forces. Il m'a aussi appris à prendre confiance et à foncer, surtout parce que je suis jeune. Et il m'a appris que je ne devrais émettre aucune réserve et que je devrais poursuivre mes rêves et garder ma passion pour ce que je fais. Et si la passion et la constance dans la poursuite de son rêve semblent être des vertus essentielles de l'entrepreneur, ce dernier doit également être persévérant et créatif, des qualités qui semblent toutes naturelles pour cet entrepreneur au grand cœur. C'est d'abord un pédagogue, il aime partager son savoir, il est très généreux avec son savoir et il a une soif d'apprendre et de faire apprendre. Je pense que Frédéric est créatif.
C'est quelqu'un qui arrive à penser au-delà de ce que les gens peuvent se donner comme limite. Donc c'est quelqu'un qui pense il n'a pas de limite en fait. Donc c'est quelqu'un de dévoué aussi, c'est-à-dire que quand il a une idée en tête, il le mène à bout, il prend ses responsabilités pour mener son idée à bout jusqu'à trouver la solution. Donc c'est quelqu'un de dévoué. Et en dernier lieu, je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sens de l'humour. Donc ce qui lui permet parfois de désamorcer certaines situations quand il se trouve en difficulté, quand il se trouve face à une situation qui lui est hostile, il arrive à désamorcer les tensions et à détendre l'atmosphère. Et c'est quelqu'un qui est resté enfant, qui ne se prend pas au sérieux, donc qui a gardé un sens de l'humour que je lui conseille de garder. Je dirais que oui, c'est un défaut parce que tout le monde ne suit pas. Je dirais que c'est la persévérance. Quand il a une idée en tête, il faut qu'il arrive au bout. Il mettra tout en œuvre pour obtenir son objectif quelque part, atteindre son objectif. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est persévérant, mais c'est un défaut dans le sens où tout le monde ne peut pas suivre. Il sait comment créer une bonne équipe. Il a une bonne psychologie humaine, il peut lire les gens très clairement. Et de ce fait, il va savoir ce qu'il peut tirer d'une personne. Pour moi, c'est probablement sa qualité numéro 1. Frédéric, en tant qu'enfant, on l'appelait d'ailleurs Mbapou. Mbapou, vous savez, Mbapou c'était Indira Gandhi. Il avait un peu ses caractéristiques. C'est pourquoi je dis qu'il est agréable, parce qu'il est pacifiste. C'est un garçon agréable, il est ouvert, pas fermé, et il écoute. La personne qu'il appelle toujours aujourd'hui Mbapou, un autre tonton qui s'appelle Henri Lopez, l'ambassadeur du Congo en France. Ça, je tenais à le préciser parce que il lui est resté très collé, très attaché. Il avait tout, ce garçon. Son père, politicien, sa mère, professeur d'anglais. Ben, il aurait pu se dire, bon, écoutez, on va me façonner un avenir. Mais il s'est façonné son avenir tout seul. Je dis tout seul, hein? Tout seul. Parce que il ne s'accroche pas seulement au bien-être des autres. Il veut avoir son bien-être à lui, façonné par lui, fabriqué par lui, construit par lui. En tout cas, dans les Sengo mingi, comme on a que Congolais paye, a commencé à quelque chose. Et ça les Congolais kaka ba danse, ba musique, ba bonabo. Mais si pour une fois, tu vis moi na biso, auto ba maman, baza moi na biso, a salim eloko mo kitoko, donc il y a pour sunga biso. Frédéric est un gars bien. En fait, il est plus comme un ami. Il est sérieux quand il s'agit de business, mais il est relax. Vous pouvez aller vers lui pour à peu près tout. Tout le monde a son numéro de téléphone portable et on peut l'appeler à propos de tout. Donc c'est très bien. Frédéric est toujours très drôle. Il a de bonnes relations et il est honnête avec les gens avec qui il travaille. Il vous donne toujours une chance, une porte ouverte. Et puis après, c'est à vous de suivre cette route ou non. Frédéric est quelqu'un de bien. Il a fait tellement de choses pour nos frères en Afrique. Je ne pouvais pas être plus fière de travailler pour lui. Vous allez dans certaines boîtes comme McDonald's ou ailleurs et les patrons, ils ont des barrières que vous n'avez pas à franchir. Mais Frédéric, je sais que je peux lui parler de quoi que ce soit et qu'il me met vraiment à l'aise. Et je sais que je ne peux pas trouver ça ailleurs. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Et à part la gestion de cette entreprise qui ne connaît pas la crise, l'encadrement de jeunes et l'organisation de défis sportifs, Frédéric Nzé a la tête pleine de projets, notamment en Afrique. Et oui, dans cette quête du bonheur, il ne s'accordera pas de trêve avant d'être arrivé au bout de ses rêves. J'aimerais bien un jour pouvoir monter des lycées pilotes dans ce domaine qui permettrait de pousser l'éducation dans nos régions. Dans le domaine du sport, j'aimerais bien pouvoir, dans ces crises on va profiter des Jeux africains qui seront en 2015 à Brazzaville, pour essayer de voir où il va y avoir des infrastructures. Est-ce que je peux monter un club de natation ou un club et donner du matériel, faire un peu de coaching pour
puisse avoir une équipe. Mon rêve c'était de monter une équipe pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio et avoir une bonne équipe de cyclisme par rapport aux autres. Donc ça c'est plus du moyen terme, l'éducation et le sport. Beaucoup plus long terme, mon rêve maintenant, c'est en fait je ne pense pas que je pourrais revenir et devenir professeur de maths, mais si quand je prendrai la retraite service financier, j'aimerais bien me lancer dans l'architecture et l'urbanisme. Et donc le problème des villes en Afrique m'intéresse beaucoup. Donc regarder un petit peu comment les villes se développent avec la zone rurale et comment réorganiser en fait des communautés de manière à ce qu'il y ait un meilleur vivre ensemble. Donc, je vais essayer de regarder quel genre de projet je pourrais faire à Ouesso ou ailleurs pour essayer d'appliquer quelques-uns des idées et des concepts que j'ai pu développer ces dernières années. Si tôt le matin je me réveille, devant ta photo je me recueille, je sors sans déjeuner, je pars pour travailler. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Le secret du succès. Être chanceux. Ouais. Ça va être très banal. Hein, généralement, c'est d'abord le travail. Qu'importe le temps, tant que je t'aime, le soir je vais revenir. Je fais ton avenir. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Rendez-vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions avec Frédéric Nzé, un entrepreneur au grand cœur. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, écrivez-nous à rdv@voxafrica.com. Et en attendant notre prochain rendez-vous, portez-vous bien. À bientôt. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Sitôt le matin, je me réveille. Devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner. Je pars pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime, le soir je vais revenir.